Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Les États et Empire de la Lune de Cyrano de Bergerac. N'hésitez pas à réagir suite à cette lecture sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et je vous souhaite une bonne lecture. Merci. La démangeaison ne prouve-t-elle pas mon dire ? Ce ciron qui l'a produit. Qu'est-ce autre chose qu'un de ces petits animaux qui s'est dépris de la société civile pour s'établir tyran de son pays ? Si vous me demandez d'où vient qu'ils sont plus grands que ces autres petits imperceptibles, je vous demande pourquoi les éléphants sont plus grands que nous et les hibernois que les espagnols. Quant à cette ampoule et cette croûte dont vous ignorez la cause, il faut qu'elles arrivent ou par la corruption des charognes de leurs ennemis que ces petits géants ont massacrés, ou que la peste produite par la nécessité des aliments dont les séditieux se sont gorgés et laissés pourrir parmi la campagne des monceaux de cadavres, ou que ce tyran, après avoir tout autour de soi chassé ses compagnons, qui de leur corps bouchaient les pores d'une autre, ait donné passage à la pituite, laquelle, étant extravasée hors la sphère de la circulation de notre sang, s'est corrompue. On me demandera peut-être pourquoi un ciron en produit cent autres. Ce n'est pas chose malaisée à concevoir, car de même qu'une révolte en éveille une autre, ainsi ces petits peuples, poussés du mauvais exemple de leurs compagnons, séditieux, aspirent, chacun en particulier, au commandement, allumant partout la guerre, le massacre et la faim. Mais me direz-vous, certaines personnes sont bien moins sujettes à la démangeaison que d'autres. Cependant, chacun est rempli également de ces petits animaux, puisque ce sont eux, dites-vous, qui font la vie. Il est vrai, aussi remarquons-nous que les flegmatiques sont moins en proie que la gratelle que les bilieux, à cause que le peuple, sympathisant au climat qu'il habite, est plus lent dans un corps froid qu'un autre échauffé par la température de sa région, qui pétille, se remue et ne saurait demeurer en une place. Ainsi le bilieux est bien plus délicat que le flegmatique, parce qu'étant animé en bien plus de parties, et l'âme n'étant que l'action de ces petites bêtes, il est capable de sentir en tous les endroits où ce bétail se remue, là où le flegmatique, n'étant pas assez chaud pour faire agir qu'en peu d'endroits cette remuante populace, il n'est sensible qu'en peu d'endroits. Et pour prouver encore cette cironalité universelle, vous n'avez qu'à considérer quand vous êtes blessé comme le sang accourt la plaie. Vos docteurs disent qu'il est guidé par la prévoyante nature qui veut secourir les parties débilitées. Mais voilà de belles chimères. Donc, outre l'âme et l'esprit, il y aurait encore en nous une troisième substance intellectuelle qui aurait ses fonctions et ses organes à part. Il est bien plus croyable que ces petits animaux, se sentant attaqués, envoient chez leurs voisins demander du secours et qu'en étant arrivés de tous côtés, et le pays se trouvant impeccable de tant de gens, ils meurent étouffés à la presse ou de faim. Cette mortalité arrive quand la posthume est mûre, car pour témoignage qu'alors ces animaux de vie sont éteints et que la chair pourrie devient insensible, que si bien souvent la saignée qu'on ordonne pour divertir la fluxion profite, c'est à cause que, s'en étant perdu beaucoup par l'ouverture que ces petits animaux tâchaient de boucher, ils refusent d'assister leurs alliés, n'ayant que fort médiocrement la puissance de se défendre chacun chez soi. Il acheva ainsi. Et quand le second philosophe s'aperçut que nos yeux assemblés sur les siens s'exhortaient de parler à son tour, « Homme, dit-il, vous voyant curieux d'apprendre à ce petit animal notre semblable quelque chose de la science que nous professons, je dicte maintenant un traité que je serai fort aise de lui produire. À cause des lumières qu'il donne à l'intelligence de notre physique, c'est l'explication de l'origine éternelle du monde. Mais comme je suis empressée de faire travailler à mes soufflets, car demain sans remise la ville part, vous pardonnerez autant, avec promesse toutefois qu'aussitôt qu'elle sera ramassée, je vous satisferai. » À ce mot, le fils de l'hôte appela son père.
Et lorsqu'il fut arrivé, la compagnie lui demanda l'heure. Le bonhomme répondit 8 heures. Son fils alors, tout en colère. « Eh, venez ça, coquin, lui dit-il. Ne vous avais-je pas commandé de nous avertir à 7 ? Vous savez que les maisons s'en vont demain, que les murailles sont déjà parties et la paresse vous cadenasse jusqu'à la bouche. » « Monsieur, répliqua le bonhomme, on a tantôt publié, depuis que vous êtes à table, une défense expresse de marcher avant après-demain. N'importe, repartit-il, en lui lâchant une ruade. Vous devez obéir aveuglément, ne point pénétrer dans mes ordres, et vous souvenir seulement de ce que je vous ai commandé. Vite, allez quérir votre effigie. Lorsqu'il l'eut apporté, le jouvenceau le saisit par le bras, et la fouetta durant un gros quart d'heure. « Orsus, vaurien, continua-t-il, en punition de votre désobéissance, je veux que vous serviez aujourd'hui de risée à tout le monde, et pour cet effet, je vous commande de ne marcher que sur 2 pieds le reste de la journée. » Ce pauvre vieillard sortit fort éploré, et son fils continua. « Messieurs, je vous prie d'excuser les friponneries de ce poste. J'en espérais faire quelque chose de bon, mais il a abusé de mon amitié. Pour moi, je pense que ce coquin-là me fera mourir. En vérité, il m'a déjà mis plus de 10 fois sur le point de lui donner ma malédiction. J'avais bien de la peine, quoique je me mordisse les lèvres, à m'empêcher de rire de ce monde renversé. Cela fut cause que, pour rompre cette burlesque pédagogie, qui m'aurait à la fin sans doute fait éclater, je le suppliai de me dire ce qu'il entendait par ce voyage de la ville, dont tantôt il avait parlé, si les maisons et les murailles cheminaient. Il me répondit « Nos cités, ô mon cher compagnon, se divisent en mobiles et en sédentaires. Les mobiles, comme par exemple celles où nous sommes à présent, sont construites ainsi. L'architecte construit chaque palais, ainsi que vous voyez, d'un bois fort léger, y pratique dessous 4 roues, dont l'épaisseur de l'un des murs, il place des soufflets gros et nombreux, et dont les tuyaux passent d'une ligne horizontale à travers le dernier étage, de l'un à l'autre pignon. De cette sorte, quand on veut traîner les villes d'autre part, car on les change d'air à toutes les saisons, chacun déplie sur l'un des côtés de son logis quantité de larges voiles au-devant des soufflets. Puis, ayant bandé un ressort pour les faire jouer, leur maison, en moins de 8 jours, avec les bouffées continues que vomissent ces monstres avant et qui s'engouffrent dans la toile, sont emportées, si l'on veut, à plus de 100 lieues. Voici l'architecture des secondes que nous appelons sédentaires. Les logis sont presque semblables à vos tours, hormis qu'ils sont de bois et qu'ils sont percés au centre d'une grosse et forte vis qui règne de la cave jusqu'au toit, pour les pouvoir hausser ou baisser à discrétion. Or la terre est creusée aussi profonde que l'édifice est élevé, et le tout est construit de cette sorte, afin qu'aussitôt que les gelées commencent à morfondre, le ciel, ils descendirent leurs maisons en les tournant au fond de cette fosse, et que par le moyen de certaines grandes pots dont ils couvrent et cette tour et son creusé circuit, ils se tiennent à l'abri des intempéries de l'air. Mais aussitôt que les douces haleines du printemps viennent à le radoucir, ils remontent au jour par le moyen de cette grosse vis dont j'ai parlé. Il voulait, je pense, arrêter là son poumon, quand je pris ainsi la parole. Par ma foi, monsieur, je ne croirais jamais qu'un maçon si expert puisse être philosophe, si je ne vous en ai vous-même pour témoin. C'est pourquoi, puisque l'on ne part pas encore aujourd'hui, vous aurez bien le loisir de nous expliquer cette origine éternelle du monde dont tantôt vous nous faisiez fête. Je vous promets, en récompense sitôt que je serai de retour dans la lune, d'où mon gouverneur, je lui montrai mon démon, vous témoignera que je suis venu, d'y semer votre gloire en y racontant de belles choses que vous m'aurez dites. Je vois bien que vous riez de cette promesse, parce que vous ne croyez pas que la lune soit un monde, et encore moins que j'en sois un habitant. Mais je vous puis assurer aussi que les peuples de ce monde-là, qui ne prennent cette huit-ci que pour une lune, se moqueront de moi quand je leur dirai que leur lune est un monde, que les campagnes ici sont de terre et que vous êtes des gens. Il ne me répondit que par un sourire, puis il commença son discours de cette sorte. Puisque nous sommes contraints,
quand nous voulons remonter à l'origine de ce grand tout, d'encourir 3 ou 4 absurdités, il est bien raisonnable de prendre le chemin que nous fait moins broncher. Le premier obstacle qui nous arrête, c'est l'éternité du monde et l'esprit des hommes, n'étant pas assez fort pour la concevoir, et ne pouvant non plus s'imaginer que ce grand univers si beau, si bien réglé, peut s'être fait de soi-même. Ils ont eu recours à la création. Mais semblable à celui qui s'enfoncerait dans la rivière de peur d'être mouillé de la pluie, il se sauve des bras d'un nain de la miséricorde d'un géant. Encore ne s'en sauve-t-il pas, car cette éternité qu'il ôte au monde, pour ne l'avoir pu comprendre, il la donne à Dieu, comme s'il leur était plus aisé de l'imaginer dedans, l'un que dans l'autre. Cette absurdité, donc, ou ce géant duquel j'ai parlé, est la création. Car dites-moi en vérité, a-t-on jamais conçu comment de rien il se peut faire quelque chose ? Hélas, entre rien et un atome seulement, il y a des disproportions tellement infinies que la cervelle la plus aiguë n'y saurait pénétrer. Il faudra donc, pour échapper à ce labyrinthe inexplicable, que vous admettiez une matière éternelle avec Dieu, et alors il ne sera plus besoin d'admettre un Dieu, puisque le monde aura pu être sans lui. Mais me direz-vous, quand je vous accorderai la matière éternelle, comment ce chaos s'est-il arrangé de soi-même ? Je vais vous l'expliquer. Il faut, ô mon petit animal, après avoir séparé mentalement chaque petit corps visible en une infinité de petits corps invisibles, s'imaginer que l'univers infini est composé d'autre chose que de ces atomes infinis, très solides, très incorruptibles et très simples, dont les uns sont cubiques, d'autres parallélogrammes, d'autres angulaires, d'autres ronds, d'autres pointus, d'autres pyramidaux, d'autres hexagones, d'autres ovales, qui tous agissent diversement, chacun selon sa figure. Et qu'ainsi ne soit. Posez une boule d'ivoire fort ronde sur un lieu fort uni, la moindre impression que vous lui donnerez, elle sera demi-quart d'heure sans s'arrêter. J'ajoute que si elle était aussi parfaitement ronde comme le sont quelques-uns de ces atomes dont je parle, elle ne s'arrêterait jamais. Si donc l'art est capable d'incliner un corps au mouvement perpétuel, pourquoi ne croirons-nous pas que la nature le puisse faire ? Il en va de même des autres figures. L'une, comme la carrée, demande le repos perpétuel, d'autres un mouvement de côté, d'autres un demi-mouvement, comme de trépidation, et la ronde, dont l'être est de se remuer, venant à se joindre à la pyramidale, fait peut-être ce que nous appelons le feu. Parce que non seulement le feu s'agite sans se reposer, mais perce et pénètre facilement. Le feu a outre cela des effets différents selon l'ouverture et la quantité des angles où la figure ronde se joint, comme par exemple le feu du poivre est autre chose que le feu du sucre que celui de la cannelle, celui de la cannelle que celui du clou de girofle et celui-ci que le feu d'un fagot. Or, le feu qui est le constructeur et destructeur des parties et du tout de l'univers a poussé et ramassé dans un chêne la quantité des figures nécessaires à composer ce chêne. Mais me direz-vous comment le hasard peut-il avoir assemblé en un lieu toutes les choses qui étaient nécessaires à produire ce chêne ? Je réponds que ce n'est pas merveille que la matière ainsi disposée eût formé un chêne, mais que la merveille eût été bien grande si la matière ainsi disposée, le chêne n'eût pas été formé. Un peu moins de certaines figures c'eût été un orme, un peuplier, un saule, un sureau, de la bruyère, de la mousse. Un peu plus de certaines autres figures c'eût été la plante sensitive, une huître à l'écaille, un ver, une mouche, une grenouille, un moineau, un singe, un homme. Quand, ayant jeté 3 dés sur une table, il arrive ou rafle de 2, ou bien 3, 4 ou 5, ou bien 2, 6 et 1, direz-vous, oh, le grand miracle. À chaque dé, il est arrivé même point, tant d'autres points pouvant arriver. Oh, le grand miracle. Il est arrivé en 3 des 3 points qui se suivent. Oh, le grand miracle. Il est arrivé juste 2 6, et le dessous de l'autre 6. Je suis très assurée qu'étant
Homme d'esprit, vous ne ferez point ces exclamations. Car puisqu'il n'y a sur les dés qu'une certaine quantité de nombre, il est impossible qu'il n'en arrive quelqu'un. Vous vous étonnez comme cette matière, brouillée pêle-mêle au gré du hasard, peut avoir constitué un homme vu qu'il y avait tant de choses nécessaires à la construction de son être. Mais vous ne savez pas que 100 millions de fois cette matière, s'acheminant au dessein d'un homme, s'est arrêtée à former tantôt une pierre, tantôt du plomb, tantôt du corail, tantôt une fleur, tantôt une comète, pour le trop ou trop peu de certaines figures qu'il fallait ou ne fallait pas à désigner un homme. Si bien que ce n'est pas merveille qu'entre une infinie quantité de matière qui change et se remue incessamment, elle ait rencontré à faire le peu d'animaux, de végétaux, de minéraux que nous voyons. Non plus que ce n'est pas merveille qu'en 100 coups de dés il arrive une rafle. Aussi bien est-il possible que de ce remuement il ne se fasse quelque chose, et cette chose sera toujours admirée d'un étourdi qui ne saura pas combien peu s'en est fallu qu'elle n'ait pas été faite. Quand la grande rivière de fait moudre un moulin, conduit des ressorts d'une horloge, et que le petit ruisseau ne fait que couler et se déborder quelquefois, vous ne direz pas que cette rivière est bien de l'esprit, parce que vous savez qu'elle a rencontré les choses disposées à faire tous ces beaux chefs-d'œuvre. Car si un moulin ne se fût point trouvé dans son cours, elle n'aurait pas pulvérisé le fourneau. Si elle n'eût point rencontré d'horloge, elle n'eût point marqué les heures. Et si le petit ruisseau dont j'ai parlé avait eu les mêmes rencontres, il aurait fait les mêmes miracles. Il en va tout ainsi de ce feu qui se meut de soi-même. Car ayant trouvé les organes propres à l'agitation nécessaire pour raisonner, il a raisonné. Quand il en a trouvé de propres à sentir seulement, il a senti. Quand il en a trouvé de propres à végéter, il a végété. Et qu'ainsi ne soit qu'on crève les yeux de cet homme que de ce feu où cette âme fait voir, il cessera de voir. De même que notre grande rivière ne marquera plus les heures si l'on abat l'horloge. Enfin, ces premiers et indivisibles atomes font un cercle sur qui roulent sans difficulté les difficultés les plus embarrassantes de la physique. Il n'est pas jusqu'à l'opération des sens que parce que personne encore n'a pu bien concevoir, que je n'explique fort aisément avec les petits corps. Commençons par la vue. Elle mérite, comme la plus incompréhensible, notre premier début. Elle se fait donc à ce que j'imagine quand les tuniques de l'œil, dont les pertuis sont semblables à ceux du verre, mettent cette poussière de feu qu'on appelle rayon visuel, et qu'elle est arrêtée par quelque matière opaque, qui la fait rejaillir chez soi. Car alors, rencontrant en chemin l'image de l'objet qui l'a repoussée, et cette image n'étant qu'un nombre infini de petits corps qui s'exhalent continuellement en égale superficielle du sujet regardé, elle la pousse jusqu'à notre œil. Vous ne manquerez pas de m'objecter que le verre est un corps opaque et fort serré, que cependant, au lieu de rechasser ces autres petits corps, il s'en laisse percer. Mais je vous réponds que les pores du verre sont taillés du même figure que ces atomes de feu qui le traversent, et que de même qu'un crible à formant n'est pas propre à cribler de l'avoine, ni un crible à avoine à cribler du formant, ainsi une boîte de sapin, quoique ténue, qui laisse échapper les sons, n'est pas pénétrable à la vue. Et une pièce de cristal, quoique transparente, qui se laisse percer à la vue, n'est pas pénétrable à l'ouïe. Je ne pus m'empêcher de l'interrompre. Mais comment, lui dis-je, monsieur, par ces principes-là, expliqueriez-vous la façon dont nous peindre dans un miroir ? Il est fort aisé, me répliqua-t-il, car figurez-vous que ces feux de notre œil ayant traversé la glace et rencontrant derrière un corps non diaphane qui les rejette, ils repassent par où ils étaient venus, et trouvant ces petits corps partis d'une autre cheminant en superficie égale, étendus sur le miroir, ils les ramènent à nos yeux. Et notre imagination, plus chaude que les autres facultés de l'âme, en attire le plus subtil, dont elle fait, chez elle, un portrait en raccourci. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.